Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de la petite boîte que vous avez juste devant vous. Donc vous avez eu le titre, vous savez de quoi il va s'agir, c'est une Android TV, vous avez reconnu d'ailleurs le logo ici. Alors, qu'est-ce qu'une Android TV? À quoi ça sert? Je vais répondre à ces questions en guise d'intro. Vous avez deux types, entre autres, de téléviseurs. Vous avez les téléviseurs normaux, ceux qui servent juste à afficher une image, et les téléviseurs dits Smart TV. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Votre téléviseur dit Smart TV, donc téléviseur intelligent, est un téléviseur qui va être capable en fait de lancer des applications, que ce soit YouTube, Netflix entre autres, ou alors de partager l'écran de votre portable, de streamer en direct ce que vous avez sur votre portable sur le téléviseur, ou tout simplement de naviguer dans votre réseau local si vous avez des partages de fichiers et d'aller chercher des fichiers sur votre réseau. Voilà. Le téléviseur normal, vous l'aurez compris, il est incapable de faire tout ça, mais il y a quand même une solution pour le transformer en Smart TV. C'est tout simplement soit d'installer un Raspberry Pi avec la distribution OSMC ou une autre, soit d'acheter des petits boîtiers tout faits comme celui-ci, et c'est ce qu'on va tester tout de suite. Avant de procéder à l'unboxing, on va faire un rapide tour de la boîte. Donc ici sur la face avant, on a le logo Android, la marque Lilbox et de quoi il s'agit. Donc c'est un boîtier Android TV, un Android TV Box. En dessous, on a un slogan We are professional, nous sommes professionnels. Un logo movie, un logo musique, un logo YouTube qui est un petit peu malade puisqu'il est vert et non rouge. Live TV, je vous expliquerai à quoi ça fait référence plus tard. Sur le côté droit et sur le côté gauche, on a un logo 4K qui n'est pas un logo 4K officiel, voilà, ils disent 4 Ultra HD 4K 2K. Sur l'arrière de la boîte, on a d'autres logos, le 1080p, encore heureux, puisque s'il est capable de lire de la 4K, il est capable de lire du 1080p, j'espère pour lui. Un logo Android qui me fait penser au KitKat et le Wi-Fi N en version 2,4 GHz. Donc pas de Wi-Fi 5 GHz pour cette boîte, mais on a un port Ethernet Gigabit Ethernet. Voilà. En dessous, on a les caractéristiques techniques. Donc on a un processeur quad-core ARM Cortex A7. On a un GPU, alors eux ils disent Octa. Donc octo-cœur, sauf que les Mali 400, vous avez deux révisions, vous avez le MP1 et le MP4. C'est pas des versions de fichiers, c'est bien des révisions de processeurs graphiques pour le Mali. Aucun des deux n'est octo-cœur en fait, ils sont tous les deux quad-core. Voilà, donc il y a un petit souci à ce niveau-là. Au niveau de la RAM, on a 2 Go en DDR et on a 16 Go de ROM, donc de mémoire intégrée à l'appareil. Voilà. Et sur le dessous, on n'a pas grand-chose si ce n'est un nouveau slogan et des mots, donc amour, maison et vie. Voilà, et make your life colorful. Alors si on traduit ça en français, ça voudrait tout simplement dire mettre de la couleur dans votre vie. Voilà, et on va pouvoir passer au déballage. On va procéder à l'unboxing, donc on tombe directement sur le boîtier, donc l'Android TV, on va la mettre de côté, on va s'attaquer aux accessoires dans un premier temps. Donc à l'intérieur, avec ce qui est fourni, on a une télécommande. Alors ça c'est bien puisque c'est une télécommande, la télécommande est fournie. Il faut savoir une chose, c'est que si jamais vous choisissez l'option Raspberry Pi avec la distribution OSMC par exemple, vous pouvez très bien rajouter des télécommandes infrarouges, il n'y a pas de souci, mais ça nécessite l'ajout d'un module infrarouge. Et oui, puisque le Raspberry Pi n'a pas de module infrarouge intégré. Mais vous avez aussi la possibilité de commander votre Raspberry Pi via une application sur Android, par exemple Yats, etc. Voilà, donc là vous avez une télécommande, vous pouvez toujours contrôler votre Android TV avec une application sur portable, mais vous avez quand même une télécommande. Une télécommande infrarouge, cependant, je vous expliquerai en quoi ça peut poser problème dans certains cas, mais là c'est juste du chipotage. On a également un micro sur cette télécommande pour le OK Google, Google Now, voilà, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez sympathique, on a les fonctions principales, et elle est alimentée par deux piles AAA, donc pas des CR2032, mais des piles AAA, ce qu'on peut trouver
plutôt assez facilement. Ensuite, on a le bloc d'alimentation. C'est un bloc d'alimentation tout à fait standard. Il me paraît un petit peu léger, mais on verra l'utilisation prolongée. Mais pas d'inquiétude, hein, puisque voilà, c'est une connectique tout à fait standard, donc ça pourra être changé. Lui, il envoie donc 5 volts à 2 ampères. Et on a ici un câble HDMI. Donc ça, c'est une délicate attention, je n'étais pas obligé de le mettre, surtout à ce prix-là, on est dans la trentaine, 30-40 euros, donc c'est toujours un plus appréciable. Problème, c'est que le câble HDMI, comme vous pouvez le voir, bon, déjà, il y a les adeptes auront remarqué que bon, c'est pas du plaqué or tout ça, hein, mais c'est bon, voilà, il y a quand même, on a quand même un câble HDMI. Très court, cela dit, hein, moins d'1 mètre, ça doit être un câble 0,5 mètres, il faudra pas être très loin de son téléviseur, et il faut que ce soit un câble à la norme au minimum HDMI 2.0 pour qu'il puisse véhiculer de la 4K, donc on verra ça, mais je pense que s'ils l'ont fourni, normalement ils ont fourni un câble compatible, voilà. Et au fond de la boîte, on retrouve un petit manuel pour la télécommande, c'est assez amusant, d'ailleurs on peut voir qu'il y a deux types de télécommande. Bon, il y a deux versions du produit avec une télécommande différente, hein, donc ça, voilà, hein, c'est peut-être un manuel qui sert pour les deux versions, hein, c'est ce qu'ils font assez souvent. Au niveau de l'Android TV en elle-même, hein, le boîtier Android TV, donc il est protégé par son petit sachet plastique. Donc on retrouve ici donc le modèle, un MXQ Pro 4K, hein, donc ça ils y sont assez fiers. On est sur un plastique, bah, pas cheap, peut-être plus le plastique du fond qui est un petit peu plus cheap, un peu plus pliable, mais le plastique du dessus, on est sur un hybride entre du plastique brillant glossy et du plastique mat. Ça fait plutôt un bel effet, hein, on a tout ce tour là, et moi ça me fait penser un petit peu aux décodeurs Orange, hein, les UHD là. Les décodeurs UHD d'Orange, hein, les petits carrés qu'on a maintenant, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Au niveau de la connectique, bon, bien évidemment, comme je l'ai dit, on a le Wi-Fi, on a une entrée 5 volts, un port Ethernet Gigabit Ethernet, hein, un port HDMI, donc le port qui doit être normalement à la norme 2.0, un jack AV, un jack SPDIF et USB 4.3.2.1, donc 4 ports USB. On a plutôt pas mal d'USB et ça c'est un plus, hein, si vous voulez brancher une souris, un clavier, un disque dur externe, une clé USB, donc disque dur externe auto-alimenté, etc., clé USB ou autre chose, bah, vous avez pas mal de ports USB. Et ici on a en plus un port SD et MMC. MMC, je crois que c'est Memory Stick, c'est le format de Sony. On va passer au test à proprement parler. Donc un petit mot sur le setup. Là, j'ai branché le petit boîtier au téléviseur puisqu'il faut bien afficher une image de ce petit boîtier là. Alors, on a son alimentation, un câble Ethernet. Pour l'instant, je l'ai branché en Ethernet. On verra pour la Wi-Fi après. Et bien évidemment, son câble HDMI. Et j'insiste bien sur ça, j'ai pris son câble HDMI. On va lancer une application du type EDA64 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et savoir le vrai du faux, hein, qu'est-ce qui est vrai au niveau des composants et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et vous allez voir qu'on va avoir quelques surprises. L'appareil, vous pouvez le voir ici dans un premier temps, fait CEC. Alors, qu'est-ce que le CEC? Le CEC, c'est une fonctionnalité qui est présente sur beaucoup d'appareils qui permet de couper l'appareil en même temps que le téléviseur et inversement. C'est-à-dire que quand vous allez éteindre votre téléviseur, vous allez éteindre l'Android TV et inversement si vous l'autorisez. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Vous pouvez voir ici qu'au niveau fonctionnalité, on a le Bluetooth. C'est tout simplement parce que le pilote entre guillemets, mais ça s'appelle pas comme ça, est installé dans cette version d'Android. Mais attention, il n'y a pas de puce Bluetooth dans cet appareil. Voilà, donc vous n'avez pas de Bluetooth, même si c'est marqué ici. Donc on peut voir qu'on est sur un Rockchip, donc TV Box, en fabricant Android bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis marque Android, bref. RAM installé, on a 2 Go, je viens de relancer l'Android Télé, donc on a son état initial en idle, hein, aucune application n'est lancée à part EDA64. Donc on a 1,8 989 MO réellement disponible. Là actuellement on a 1,4, donc c'est plutôt confortable. En stockage interne, on est sur du 1198/12 et il me reste 10 Go avec les applications que j'ai installées. Au niveau CPU, on est bien sur un quad-core ARM Cortex A7 qui tourne à maximum 1,464, 1,5 GHz. On peut voir d'ailleurs ici la fréquence actualisée en temps réel. On est sur une utilisation à 9-10% en idle, hein, donc au repos, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on peut voir que on passe à 408 au minimum quand bien sûr
ça ne fait rien. Ensuite, on est sur une résolution d'écran et c'est là que le bas blesse. Vous pouvez voir qu'on est sur une résolution d'écran de 720p. Alors, pour information, le 720p, c'est de la HD, oui, mais on est loin de la 4K. En affichage, on a du 720p. Alors, même si jamais il est capable, on va dire que d'après le fabricant, il est capable de lire de la 4K, on est quand même sur une résolution de 720p et il n'y a absolument aucun moyen de changer ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez, je vais d'ailleurs le faire avec vous, vous avez très bien la possibilité d'aller dans Settings, d'aller dans Display, HDMI et Résolution. Donc là, on est en automatique. Vous pouvez très bien dire, bah, je veux du 1920 par 1080 en 60. J'appuie sur OK. Il me demande, voulez-vous sauvegarder? Je fais OK. Voilà. Et normalement, je dois passer en 1080p. Sauf que non, si je retourne dans Résolution, je repasse en automatique. Et si je passe en 1080i, admettons le téléviseur n'est pas compatible avec le 1080p, ce qui est totalement faux, eh ben, à nouveau, on se retrouve en automatique 720p. Je ne peux pas en fait forcer la résolution et ça c'est un problème puisque là on est en 720p, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, ça c'est pas exprès, hein, c'est pas pour la vidéo, hein, on est bien en 720p alors que le téléviseur lui il est capable d'afficher une résolution beaucoup plus haute, il peut même monter en 4K, il n'y a pas de problème, mais voilà, donc au niveau du zoom, ça sert à rien d'aller dans le zoom puisque ça sert à un recadrage. Si on va dans les fonctionnalités avancées, bah, on peut régler la couleur, donc ça c'est bien. Mais je ne peux pas, forcer une résolution, ça ne reste pas. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si je vais dans Entrée, on peut voir qu'ici on a Consumer Electronic Control, donc le CEC, autoriser la télé à contrôler les appareils et éteindre les appareils avec la télé. Bon voilà, allumer automatiquement la télé quand l'appareil est connecté. Donc voilà, vous pouvez voir que on a le contrôle, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais on n'a absolument pas la possibilité de forcer et c'est un premier problème. On est sur un processeur ARM Mali 400 et c'est pour ça qu'on est en 720p puisque de mémoire, je ne pense pas que le Mali 400, que ce soit le MP1 ou le MP2, MP4, on n'a pas d'informations ici. Je ne pense pas que il soit en mesure en fait de gérer une résolution supérieure au 720p. Je me trompe peut-être, hein, je vous mettrai ce qu'il faut en incrustation de la vidéo, mais je pense qu'il ne peut pas. Ce n'est pas un octo-core, c'est bien un quad-core, c'est pas marqué ici, mais faites-moi confiance, je vous mettrai aussi ce qu'il faut en incrustation. De mémoire, j'avais un Mali 400 sur un portable et je sais qu'il n'est pas capable de décrypter de la 4K. De décoder de la 4K. Donc voilà, on est sur un appareil qui est vendu pour de la 4K mais qui n'a pas les composants, qui n'a pas les performances pour de la 4K. Au niveau de la Wi-Fi, évidemment, il est activé mais aucun réseau n'est connecté, hein, donc vous verrez aucune information. On n'a pas de bande 5 GHz, hein, comme je vous le disais, et évidemment on a l'Ethernet mais il n'est pas répertorié ici. Je vais pas aller dans batterie, je vais aller directement dans Android pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc on est sur la version 8.Oreo, peut-être qu'il y aura une mise à jour qui corrigera un certain nombre de problèmes que je viens de vous expliquer. On peut voir d'ailleurs que l'appareil est routé. Ça j'avais pas fait gaffe, je viens de m'en rendre compte. Côté équipement, bon bah rien de transcendant, hein, c'est les périphériques USB. Au niveau de la température, il y a pas mal d'informations intéressantes. Vous avez vu qu'il est en idle, hein, c'est-à-dire il a 10% d'utilisé, 15% au mieux. Et au niveau de, donc on a une sonde thermique qui est affichée batterie, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est pas la température de la batterie en fait, c'est un capteur ambiant dans le boîtier. Donc vous voyez que au niveau du capteur ambiant dans le boîtier, on est à 42,4. Et pourquoi je dis ça? Parce que pendant mes tests de benchmark, j'ai relevé les températures et j'ai à peu près ce résultat là. Voilà, donc on est sur un capteur interne. Et là où on voit ici SOC thermal, donc on peut dire le processeur mais aussi le GPU puisqu'ils sont à côté, on est à 70 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 70 degrés en idle, c'est-à-dire au repos, c'est énorme. Et si il est déjà à 70 degrés, quand vous allez commencer à lire une vidéo ou faire des choses un petit peu trop gourmands dessus, eh ben, il va vite arriver à son seuil de sa protection thermique et il va baisser sa cadence, donc vous allez perdre en fluidité. Donc voilà, on est peut-être qu'un ventilateur aurait été mieux pour cet appareil-là. Bien, j'ai changé de câble HDMI, je suis sur un câble HDMI 2.0, donc je sais qu'il véhicule de la 4K sans aucun problème. Et est-ce que vous remarquez une différence? Il n'y en a pas. Alors, que ce soit par contre sur le câble HDMI fourni avec le boîtier ou celui que je viens de mettre à l'instant, j'ai remarqué une chose, c'est que les informations du téléviseur nous indiquent qu'on est bien en 1920 par 1080
à 60 images par seconde. Donc ça, quand un téléviseur indique ça, c'est tout simplement que le signal qu'il reçoit, c'est comment il reçoit le signal. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit l'information qu'on a dans les applications est erronée, soit le câble envoie une fausse information au téléviseur pour dire qu'il est en 1080p. Voilà, donc il y a un petit souci là-dessus. Alors peut-être que ça vient de l'application. Je me suis posé la question aussi. Mais si jamais je me rends sur une autre application qui est CPU-Z, eh ben, je me rends compte qu'il dit exactement la même chose. Donc peut-être que cette information est erronée. Donc voilà. Donc personnellement, moi, je vais faire confiance au téléviseur et je vais vous dire qu'il s'agit bien d'un 1920 par 1080 en 60 images par seconde. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au test. Donc on va lancer des benchmarks et je vais en lancer deux. Geekbench 4 qui va me donner des valeurs en simple et en multicœur et GFX Bench qui va donc faire un test en FPS d'une vidéo, d'une animation, etc. Et quand on regarde le résultat du benchmark, on est quelque peu déçu puisqu'on est à 717 en simple cœur. Et donc si jamais on descend un petit peu plus, voilà, donc on est à 717 avec des scores pas terribles, notamment ici, ou alors ici particules physiques, on voit que ce qui nous embête le plus, c'est quand même le SFFT. Je vous mettrai ce qu'il faut en incrustation pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond ça. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est assez faiblard quand même niveau test. Donc on va aller lancer du coup donc GFX Bench. Voilà, donc j'ai déjà fait des tests, mais on va pas aller voir les résultats. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Start All. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte que c'est complètement catastrophique. On est sur du test en haute qualité, on est sur du 720p et du 1080p, donc vous voyez qu'il reconnaît bien le 1080p. Ici, on est en 1080p sur des tests de rendu. Et on est sur du 291,5 images à 5,2 fps. 5,2 images par seconde. C'est absolument pourri. On est ici sur, donc on est en 720p HD, vous voyez qu'on est à 5,2. Quand on passe sur du 1080p, là c'est carrément la dégringolade, c'est pareil, on est sur du 3,3 images par seconde pour 184 images. C'est complètement nul, voilà, donc avec des valeurs qui sont vraiment pas terribles. Si je vais dans test sélection, vous pouvez voir qu'on n'a pas de support, tout simplement, puisque ça requiert le S3.1 qui et la puce graphique ne le fait pas. Vulkan non plus, on l'a pas. Voilà, donc il y a pas mal de tests qu'on n'a pas fait, mais quand on voit les résultats, on a déjà très peur. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ça c'est de la théorie. On est sur des valeurs qui sont purement théoriques. Donc on va passer au test vidéo. Je vais demander à l'Android TV de lire plusieurs vidéos et on va voir si jamais on est sur quelque chose finalement qui s'en sort pas mal et voilà, ou plutôt sur quelque chose qui confirme les résultats qu'on a eu avec les différents benchmarks. Comme une démonstration vaut mieux qu'un long discours, j'ai branché une clé USB sur un des 4 ports de l'Android TV. Alors c'est une clé USB 3.0 mais ça n'a pas grande importance puisque les 4 ports sont en USB 2.0. Il n'y a pas d'USB 3 et c'est peut-être pas un choix si judicieux que ça étant donné le fait qu'on va essayer de lire de la 4K à 30 et 60 images par seconde. Donc voilà, normalement il faudrait que ça aille vite et peut-être qu'on va être extrêmement bridé par l'USB 2 et les vitesses de l'USB 2. C'est pas grave, on lui laissera une seconde chance avec une lecture réseau, il a le gigabit Ethernet, pour savoir si jamais les tests qu'on va avoir ici sont dus à la lenteur de l'USB 2 ou tout simplement à la lenteur de l'appareil en lui-même. Voilà, donc on va se rendre dans les fichiers, aller me rendre dans l'USB pour l'instant, je vais aller chercher mon volume qui apparaît bizarrement. On va aller dans ce dossier-là et en fait, je vous explique, dans ce dossier-là, vous avez la même vidéo avec différentes qualités. Donc, on a du 4K, du 1080, du 720p. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire chaque vidéo du plus haut au plus bas et on va voir jusqu'à temps qu'il lit plutôt bien une vidéo, qu'il la lit convenablement.
Je précise, cet appareil est vendu pour de la 4K. Il est capable donc de lire de la 4K, mais il n'y a aucune information sur le taux d'images par seconde qu'il est capable de lire. Donc là, j'ai de la 4K à 60 et là, j'ai de la 4K à 30 images par seconde. Donc on va voir ce qu'il est capable de lire. Autre information importante, l'intégralité des fichiers qu'il y a dans cette clé USB et sur le serveur qu'on testera tout à l'heure sont synchronisés son image. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun décalage. Voilà, donc si jamais il y a un décalage dans le test, ça veut tout simplement dire que c'est l'appareil qui n'arrive pas à bien synchroniser les deux. Voilà, donc on va commencer par de la 4K, donc en 2160p, donc à 60 fps, donc 60 images par seconde. Et c'est un fichier en MP4, c'est pas un format qui pose problème, qui a l'habitude de poser problème sur les tests que je fais, donc c'est pour ça que j'ai choisi le MP4. Donc on va appuyer sur OK et je vais me taire. On va utiliser sur tous les tests le lecteur multimédia réseau. J'ai VLC, j'en ai d'autres, mais VLC ne fonctionne pas et pas mal de lecteurs ne fonctionnent pas ou pas très bien. Et celui qui fonctionne le mieux, c'est le lecteur réseau multimédia, donc c'est lui qu'on va choisir. Donc là, ce qui est intéressant de regarder, c'est au niveau du papillon. Regardez bien les scrollings et le décalage son image. Voilà, donc au niveau de la 4K à 60 images par seconde, c'est pas concluant puisque vous avez pu voir que on a un décalage très important entre le son et l'image. Vous avez le bruit du ruisseau alors que voilà, il coule pas encore, on l'a pas à l'image. L'oiseau qui se fait heurter, c'est pareil, on l'a en avance et pourtant il est pas là. Voilà, donc là on est en 4K à 60 images par seconde. C'est pas grave, peut-être qu'il n'est pas capable de lire du 60, mais qu'il est capable de lire du 30. Ça serait déjà pas trop mal. Donc on va lancer le fichier en 4K à 30 images par seconde. Donc à peu près la même durée et pareil, le même lecteur. Donc pareil, hein, regardez bien les scrollings, le décalage sur image. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, on a encore un décalage sur image. Il est beaucoup moins important que sur la version 60 images par seconde, mais il est quand même présent. Il est là et il peut gâcher un film. Donc pour moi, je ne valide pas non plus la 4K à 30 images par seconde. Au niveau de la température du boîtier, quand on touche, on sent que c'est chaud, mais c'est pas brûlant non plus, hein. Après, au niveau du boîtier en dessous, on est sur des températures qui permettent de tenir la main dessus, hein. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de bouillant non plus. Mais voilà, il s'en sort pas. On va lancer un fichier, c'est marqué ici. En Full HD, 60 images par seconde 1080p, pareil en MP4, avec le même lecteur, toujours, ça change pas, c'est une constante. Donc regardez bien les animations, le scrolling, pareil, le décalage sur image.
Voilà, donc là, à nouveau, pas de coupure au niveau son, mais quand même un décalage qui est similaire à la 4K 30 images par seconde, à peu près, hein, à la louche. Un Full HD, même un Full HD à 60 images par seconde, ça passe pas non plus, donc je ne le valide pas non plus. Alors vous allez peut-être me dire, le décalage n'est pas énorme, oui, mais sachez que là, vous pouvez peut-être le resynchroniser avec vous pouvez peut-être accélérer le son, il y a certaines applications qui font ça, mais le décalage vient du côté matériel, donc tôt ou tard, vous aurez quand même un décalage. Et imaginez quand vous regardez un film, quand les personnages parlent et quand il y a des scènes d'action, c'est pas terrible. Donc on va quand même lancer un Full HD à 30 images par seconde pour voir un petit peu si là ça fonctionne bien, si on a au moins ça. On est déjà quand même beaucoup mieux. Pas de problème sur le Full HD 1080p à 30 images par seconde, il tourne très bien. Alors là, vous allez peut-être me dire, ah bah c'est bien, ça fonctionne bien, bien comme il faut. Oui, sauf que là, on est sur du 1080p 30 images par seconde. Si l'appareil n'est pas capable de lire ça, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas tester les autres, puisque si jamais celui-ci fonctionne, bah, ça sert à rien de tester les versions du dessous, hein, on va s'arrêter là. Donc après, peut-être que c'est parce qu'on est en USB 2.0, donc on va lui laisser une chance, on va donc lire ces mêmes vidéos via le réseau filaire. Donc on va aller se connecter dans NetHood, je vais configurer le réseau et on va recommencer les tests. Et le destin s'acharne contre nous, puisque en essayant de me connecter à mon serveur, donc le serveur SMB qui permet de stocker bien sûr le même dossier qu'on avait sur la clé que j'ai copié dans la mémoire interne, on se retrouve avec ce joli petit message: Login failure, try new username, password. Alors, ce message-là nous indique une chose très intéressante, c'est que soit j'ai rentré le mauvais nom d'utilisateur, soit j'ai rentré le mauvais mot de passe. C'est strictement faux. J'ai essayé avec plein de comptes différents, avec plein d'autorisations différentes. Le compte que j'essaye de rentrer ici possède toutes les autorisations pour tous les systèmes de fichiers et il n'y arrive pas. Voilà, donc j'ai essayé en manuel, etc. en rentrant l'adresse IP et ça ne fonctionne absolument pas du tout. Donc je ne pourrais pas lire de vidéos via le réseau. Dernière subtilité de cet Android TV, avant que je vous laisse et qu'on passe à la conclusion, je me suis bien rebranché en Ethernet, hein, on est bien connecté en Ethernet, vous voyez le symbole ici. Quand vous voulez lancer YouTube sur cet Android TV par exemple, qu'est-ce que vous faites? Bah, intuitivement, vous allez chercher la carte qui se trouve ici, YouTube. Oui, sauf que si jamais vous faites ça, donc là je sélectionne YouTube, j'appuie sur OK. Ça lance l'application. Et ça plante. Alors pour information, j'ai mis à jour YouTube, mais pour pas que vous disiez qu'il y a un conflit de version, ça faisait pareil avec la version installée par le constructeur ou le vendeur de cet Android TV. Donc, c'est pas un souci au niveau de la version. Par contre, si jamais je me rends manuellement dans mes applications, que je vais chercher l'application YouTube qui est ici, bah là, ça fonctionne. Alors, je l'ai lancé, je vous explique pourquoi après. Donc, je vais me lancer une vidéo. Alors, pour information, j'ai pris exactement la même vidéo que j'ai testée sur la clé USB et la mémoire interne. Pour pas que vous disiez ah bah c'est peut-être un souci de mémoire interne qui est un peu lente pour faire des économies ou de ta clé USB ou de l'USB 2. Je vais vous montrer que c'est pas le cas. Pour information, j'ai une connexion VDSL. Donc, il n'y a pas de souci niveau connexion. Je suis en réseau gigabit chez moi
partout. Donc voilà, au niveau taux de transfert, je suis plutôt bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. S'il y a un souci, c'est bien l'appareil qui pose problème. Donc je vais lancer la vidéo. Automatiquement, vu que je suis en VDSL, ça va passer en 4K. Donc ça va s'auto-ajuster en 4K. Si jamais il veut bien charger. Voilà, donc là, on est passé en 4K et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose. Voilà, donc je vous montre que je suis bien en 4K. J'appuie sur Play. J'appuie sur Play. Vous voyez, le timer continue à défiler. Il y a le son, mais par contre, l'image ne bouge absolument pas. Et si je vais chercher ici dans plus, ouais, ça plante carrément complètement l'Android TV. Donc je vais aller chercher dans plus. On est bien en 4K. Vous voyez, qualité 4K. Si j'appuie sur Entrée, bon, on est bien en 4K. On n'est pas en 4K 2160, on est en 1440. Je peux même forcer, même si jamais ce sera pire. Voilà. Voilà, donc au niveau, on est en 4K. Alors de temps en temps, miraculeusement, il arrive à le lire. Mais ça fait exactement pareil. Je vais arrêter le test là, je vous explique pourquoi face caméra. On se retrouve pour la conclusion sur l'Android TV MXQ Pro 4K, qui n'a de Pro et de 4K que le nom, puisque comme vous avez pu le voir, avec seulement la possibilité de faire tourner du 1080p à 30 images par seconde, on est loin de la promesse du 4K. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait plein de tests avec plein de la mémoire interne, une clé USB, le réseau, j'ai pas pu. Donc sinon, au niveau connectique, on est fourni avec 4 ports USB. 2.0, cependant, on aurait bien aimé avoir de l'USB 3, au moins un pour réduire les coûts, mais ils n'ont pas voulu le faire. Peut-être que les composants qu'il y a dedans ne le permettent pas, tout simplement. On a quand même l'Ethernet en gigabit Ethernet. On n'a pas la Wi-Fi 5, mais on a quand même le gigabit Ethernet. Le port HDMI, c'est vraiment un port HDMI 2.0 et le câble HDMI fourni, très bonne surprise, il permet de passer, de véhiculer de la 4K sans aucun problème. Je l'ai testé sur un autre appareil à part et ça fonctionne très bien. Donc c'est un bon point pour ça. Par contre, c'est tout. Ces performances, on est sur quelque chose de médiocre. Le Mali 400 MP rame complètement, il n'arrive pas à suivre la charge, il surchauffe comme le processeur. On aurait aimé un Mali T720 qui lui est un vrai octo-cœur qui aurait sorti beaucoup mieux que le Mali 400 qu'il y a dedans avec la 4K, voire même avec le 1080p 60 images par seconde. Voilà. Alors, va arriver la question, est-ce que je vous le conseille ou pas? La réponse c'est non, et c'est un non ferme et définitif. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a plein d'inconvénients. Déjà, on va parler de son prix. Il coûte, sur Amazon, vous pouvez le trouver aux alentours de 34-35 euros, frais de port compris, puisque vous êtes au-dessus des 25 euros. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez le trouver entre 30 et 45 euros. Voilà, mais là, c'est vraiment si vous n'avez pas de chance. Et pour ce prix-là, vous pouvez vous procurer un Raspberry Pi 3 qui coûte aux alentours de 36 euros. Alors là, c'est pareil, ça dépend de là où vous l'achetez. Mais pour 36 euros, alors vous allez certes dépasser le budget. Vous n'allez pas avoir quelque chose de tout en un prêt à la sortie de la boîte comme ça, avec une télécommande, un câble HDMI, etc. Une alimentation. Mais pour à peu près le même prix, en ajoutant quelques euros, en dépassant un petit peu le budget, vous pouvez obtenir un Raspberry Pi 3 et, ou 4, si jamais vous avez envie, puisque là maintenant il y a le 4 qui est sorti. Vous lui achetez un petit ventilateur, une alimentation qui va bien, un câble si vous n'en avez pas, une carte micro SD pour installer le système et vous faites votre propre Media Center. Alors, vous pouvez utiliser la distribution OSMC par exemple. Alors, je parle de celle-ci parce que c'est celle que j'utilise, mais il y en a d'autres. Il y a Kodi par exemple. Le problème, c'est que vous n'allez pas avoir de télécommande. Alors là-dessus, on est sur une télécommande infrarouge puisque je vous le rappelle, il ne possède pas de puce Bluetooth. Vous avez le pilote entre guillemets, mais pas la puce Bluetooth dedans où c'est bloqué en interne. Donc, vous ne pouvez pas utiliser votre portable avec des applications de télécommande Bluetooth. Vous êtes obligé de vous taper la télécommande infrarouge et ce qui signifie que ce boîtier-là, vous ne pouvez pas le mettre derrière votre téléviseur caché ou dans un meuble. Vous êtes obligé de le mettre
visible. Voilà, donc ça c'est un problème, ce que vous n'aurez pas avec le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi c'est pareil, vous allez peut-être vous dire c'est un petit peu faut mettre les mains dans le cambouis, tout ça. Ne vous inquiétez pas, il y a énormément de tutos qui traitent de OSMC ou d'autres distributions sur Raspberry Pi, qui vous montrent comment installer des modules complémentaires au même titre que des applications sur une Android TV, qui vous montrent comment ça fonctionne. C'est assez intuitif, assez ergonomique. Vous pouvez contrôler via une application avec votre réseau local comme Yats par exemple, une application Android qui fonctionne très bien. Alors moi c'est la solution que j'utilise. Voilà, donc j'avais pour idée de remplacer mon Raspberry Pi pour l'utiliser pour autre chose avec cet Android TV et pour moi ça sera non. Si malgré tout vous souhaitez l'acheter parce que vous ne sentez pas de mettre les mains dans le cambouis, vous avez d'autres raisons qui vous poussent à l'acheter, je vous mettrai quand même un lien dans la description de la vidéo, mais je vous encourage très fortement soit à chercher une autre solution, un autre boîtier, soit à vous diriger vers la solution Raspberry Pi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. C'est le bouche à oreille, c'est ce qui fait remonter les vidéos et aussi les petites chaînes YouTube. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Vous êtes top. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien, pourquoi s'en priver, et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, pour les anciens abonnés si ce n'est pas déjà fait et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!